Croyez-moi, après avoir vu ce film, vous comprendrez pourquoi il a marqué tant de spectateurs. Quand on m'a lancé ce défi hier, je me suis tout de suite mis au travail. Il fallait absolument que je vous raconte cette histoire. Je parle d'Interstellar, un film que j'ai volontairement évité de commenter pendant longtemps. Non pas parce qu'il est mauvais, bien au contraire, c'est précisément parce qu'il est tellement extraordinaire que j'aurais aimé pouvoir le redécouvrir pour la première fois. Encore aujourd'hui, il reste la référence absolue du cinéma de science-fiction spatiale, considéré par beaucoup comme l'un des plus grands films jamais réalisés. Il continue de donner des frissons à chaque visionnage. J'ai dû le voir plus d'une dizaine de fois. Alors pour cette analyse, j'ai revu le film des milliers de fois pour vous offrir une perspective encore plus riche et vous faire comprendre l'essence même de cette œuvre magistrale. Avant de plonger dans l'analyse du film, permettez-moi de vous raconter l'histoire fascinante de sa création. Car ce chef-d'œuvre doit son existence à une série d'événements remarquables qui ont même changé ma vision de ce que signifie pousser un projet à la perfection. Tout commence en 1977 avec le lancement des sondes voyageurs. La célèbre photo du système solaire prise en 1990 a complètement bouleversé notre vision de l'univers. Elle nous a montré la précision et l'ordre qui règnent dans notre système solaire, déclenchant une fascination sans précédent pour l'exploration spatiale. Des questions fondamentales ont émergé. Sommes-nous la seule civilisation dans l'univers ? Existe-t-il d'autres formes de vie? Que se cache-t-il au-delà de notre système solaire? C'est alors que Kip Thorne, qui n'avait pas encore reçu son prix Nobel de physique, rencontre une ancienne connaissance, Linda Obst, devenue une productrice de cinéma accomplie ayant réalisé plusieurs films célèbres dont Sleepless in Seattle. Thorne était déjà un physicien reconnu spécialisé dans la gravitation et l'astrophysique. Lors de leur rencontre, Linda exprime son désir de créer un grand film de science-fiction rigoureux. Thorne, passionné par l'idée, accepte immédiatement. En 4 mois seulement, ils élaborent le concept d'Interstellar, incorporant des éléments comme les trous de verre, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, le multivers et la rencontre entre l'humanité et des êtres de dimension supérieure. Ils établissent un principe fondamental. Rien dans le film ne devrait contredire les lois établies de la physique et tout devrait repousser les limites de notre compréhension scientifique actuelle. L'année suivante, ils présentent le projet à Steven Spielberg qui est immédiatement captivé. Il organise une conférence scientifique de 8 heures réunissant 14 experts de différents domaines. Biologistes spatiaux, planétologues, physiciens théoriques, cosmologistes, psychologues et spécialistes des politiques spatiales. Cette rencontre enrichit considérablement la vision du film. Pour le scénario, Spielberg choisit Jonathan Nolan, qui venait de collaborer avec son frère Christopher sur The Prestige et The Dark Knight. Malgré sa connaissance limitée en astronomie, Jonathan livre une première version du scénario en 1 an à la grande satisfaction de Spielberg. Mais le projet rencontre plusieurs obstacles. D'abord, une grève des scénaristes force Jonathan à mettre le projet en pause. Il reprend en 2008, livre une 2e version, puis une 3e en 2009, avant d'être appelé pour travailler sur The Dark Knight Rises. Spielberg refuse de le remplacer, préférant attendre, fidèle à sa philosophie de perfection. En 2010, Jonathan revient et produit une 4e version presque parfaite. Mais un nouveau problème survient. Spielberg quitte DreamWorks, abandonnant le projet. Kip Thorne perd espoir, mais Jonathan voit une opportunité. Il pense que son frère Christopher serait parfait pour le film. Cependant, Christopher Nolan est occupé avec The Dark Knight Rises. L'équipe attend patiemment 2 ans et demi jusqu'à fin 2012. Même après avoir résolu les complexes problèmes de droit d'auteur, Nolan, fidèle à lui-même, décide de remanier considérablement le scénario. Bien que certains considèrent présomptueux de modifier un script approuvé par Spielberg, Nolan persiste. Il estime que le film manque d'âme, malgré son aspect spectaculaire. Il fusionne alors le scénario avec un autre projet personnel, insufflant une nouvelle perspective. Il supprime même certains éléments scientifiques initiaux comme les ondes gravitationnelles et étonnamment, Thorne, futur lauréat du Nobel, accepte ces changements. Mais Nolan n'était pas encore prêt à commencer le tournage. Il s'est tourné vers son compositeur de confiance, Hans Zimmer, lui transmettant une lettre personnelle sur son expérience de père, lui demandant de composer la musique du film basée uniquement sur ses émotions, avant même le début du tournage. Pendant cette période de préparation, Nolan était loin d'être inactif. Dans sa quête de l'authentique, Nolan a parcouru le monde avec son équipe, visitant 16 lieux de tournage différents pour capturer des paysages qui sembleraient extraterrestres. Mais son engagement le plus surprenant, il a convaincu toute l'équipe de planter plus de 30 000 acres de maïs au Canada. Face aux regards incrédules, il a simplement répondu « Vous comprendrez quand vous verrez le film ». Après 8 ans de développement, Interstellar était enfin prêt. Christopher Nolan y avait inscrit son amour paternel au cœur de l'histoire, le lauréat du prix Nobel avait vérifié toute la théorie scientifique, Hans Zimmer avait composé une bande sonore épique.
Tout était enfin prêt pour nous plonger dans Interstellar. Maintenant que nous avons vu l'incroyable histoire de sa création, plongeons ensemble dans ce chef-d'œuvre qui a marqué le cinéma. Attachez vos ceintures, car nous allons voyager dans un futur où l'humanité fait face à sa plus grande épreuve, où chaque grain de poussière raconte une histoire de survie, et où l'amour transcende les dimensions de l'espace-temps. Dans un futur proche, la Terre est devenue hostile à l'humanité. La population a drastiquement diminué et des tempêtes de sable balayent constamment le paysage. Une mystérieuse maladie des plantes, la flétrissure, a détruit toutes les cultures sauf le maïs. Cooper, ancien pilote d'élite et ingénieur, est devenu un simple fermier suite à ces bouleversements. L'humanité a abandonné ses ambitions spatiales pour se concentrer sur la survie immédiate. Un jour, la maquette de module lunaire de Murph se casse, et elle insiste sur le fait que c'est l'œuvre d'un fantôme. Au lieu de la réprimander, Cooper l'encourage à analyser scientifiquement ces phénomènes mystérieux. Une conversation qui marquera Murph pour toujours. Après avoir pris leurs médicaments anti-poussière, Cooper emmène ses enfants à une réunion à l'école. Sur le chemin, ils crèvent un pneu. Son fils taquine Murph, qui demande tristement à son père pourquoi il doit toujours tout tourner en dérision. C'est exactement pour cette scène que Nolan a fait planter ces immenses champs de maïs. Non seulement le résultat est visuellement saisissant, mais en plus, ils ont vendu la récolte avec profit. La musique de Hans Zimmer sublime parfaitement ces moments. À l'école, les professeurs informent Cooper que son fils n'est pas assez bon pour aller à l'université. Quant à Murph, bien que brillante, elle partage la passion de son père pour l'aérospatiale. Une passion considérée comme futile à une époque où l'humanité a besoin de fermiers. Entendant son ancienne profession être insultée avec arrogance, Cooper, furieux, décide de retirer Murph de l'école. De retour chez eux, leurs machines agricoles deviennent mystérieusement folles. En inspectant la chambre de Murph, ils découvrent un phénomène étrange. Des livres tombent mystérieusement de l'étagère, formant ce que Murph identifie comme du code Morse. Elle suggère que c'est un message des fantômes, mais Cooper, sceptique, l'ignore. Le lendemain, pendant un match de baseball, une tempête de poussière les force à rentrer précipitamment. Murph court soudainement dans sa chambre, suivi par Cooper, inquiet. Les fantômes ont laissé un nouveau message, cette fois en code binaire. Une fois déchiffrés, ils révèlent des coordonnées. Cooper décide d'aller les explorer seul, mais découvre que Murph s'est caché dans la voiture pour l'accompagner. Arrivé sur place, Cooper tente de s'infiltrer, mais est capturé par Tars, un robot qui l'interroge sur l'origine des coordonnées. Heureusement, Brand intervient et emmène Cooper dans une salle de réunion. Là, il retrouve une vieille connaissance, le professeur Brand, père de Brand. Cooper explique comment il a obtenu les coordonnées. Étonnamment, le professeur Brand le croit et lui révèle qu'il se trouve à la NASA, son ancien lieu de travail. Il lui explique qu'il n'existe aucune planète habitable dans notre système solaire. L'étoile la plus proche nécessiterait 1000 ans de voyage. La NASA avait été dissoute face à la catastrophe jusqu'à ce qu'il y a 48 ans, une anomalie gravitationnelle soit détectée près de Saturne, un trou de verre. Le professeur Brand explique à Cooper que ce trou de verre mène à une nouvelle galaxie avec des milliers de mondes potentiellement habitables. 12 astronautes courageux ont déjà traversé ce passage il y a 10 ans, sacrifiant tout espoir de retour pour explorer ces nouveaux mondes. 3 d'entre eux, Miller, Mann et Edmunds, continuent d'émettre des signaux prometteurs. Le projet comporte 2 plans. Le plan A consiste à résoudre l'équation de la gravitation qui permettrait de faire décoller une gigantesque station spatiale, sauvant ainsi l'humanité. Le plan B, plus radical, vise à assurer la survie de l'espèce en emportant 5000 embryons humains pour coloniser une nouvelle planète. Cooper est choisi pour piloter cette mission cruciale. Mais ce choix implique de quitter ses enfants, particulièrement sa fille Murph. La séparation est déchirante. Murph, furieuse et désespérée, refuse même de lui dire au revoir. Cooper part avec un cœur lourd, laissant derrière lui sa montre comme promesse de retour. L'équipage est composé de Brand, la fille du professeur, Doyle, Romilly, Cooper et 2 robots polyvalents, Tars et Kaz. Leur voyage les mène d'abord vers Saturne où ils découvrent le trou de verre. La traversée est une expérience surréaliste. Leur première destination est la planète de Miller, la plus proche du trou noir, Gargantua. Chaque heure passée sur cette planète équivaut à 7 ans sur Terre. Après un atterrissage en douceur, Brand et Doyle, accompagnés du robot Case, quittent le vaisseau. La surface est entièrement recouverte d'eau, avec ce qui semble être une chaîne de montagnes au loin. La gravité, 1,3 fois supérieure à celle de la Terre, rend chaque mouvement difficile. Plus inquiétant encore, bien que le signal de Miller soit proche, ils ne trouvent aucune trace de l'astronaute. Leurs recherches ne révèlent que des débris. Miller a probablement connu une fin tragique il y a quelques minutes à peine en temps local.
Malgré leur désespoir, ils doivent récupérer l'enregistreur contenant les données de recherche. C'est alors qu'ils réalisent avec effroi que les montagnes au loin sont en réalité des vagues gigantesques qui se dirigent droit sur eux. Cooper leur ordonne de regagner immédiatement le vaisseau, mais Brand insiste pour trouver l'enregistreur. Après une recherche frénétique, elle le trouve, mais se retrouve piégée sous des débris. La vague titanesque approche inexorablement. Le temps presse, chaque minute passée sur cette planète coûte des années à la Terre. Tars parvient à sauver Brand, mais Doyle est emporté par la vague. Le vaisseau est malmené comme une feuille par les vagues monstrueuses. Bien qu'il y ait de l'oxygène à bord, le désespoir les étreint. Ils ignorent combien de temps les vagues vont durer ou si le vaisseau tiendra le coup. Quand enfin les vagues se retirent, ils découvrent que le vaisseau est trop endommagé pour décoller immédiatement. La remise en état et le décollage nécessiteront 1 heure, soit 7 ans sur Terre. Cette réalisation provoque une violente dispute entre Cooper et Brand. Il lui reproche sa désobéissance, tandis qu'elle maintient avoir fait ce qu'il fallait. La situation semble sans issue. Cooper, désespéré, envisage même de plonger dans le trou noir pour récupérer le temps perdu. Brand lui explique que le temps est relatif et ne peut être inversé. Mais Cooper a une intuition, si l'entité qui les a guidés jusqu'ici peut communiquer à travers la gravité, peut-être peut-elle aussi transmettre des informations du futur vers le présent. La théorie d'Einstein résonne dans leur esprit alors qu'une nouvelle vague titanesque se profile à l'horizon. Cette fois, leur vaisseau n'est pas encore prêt. Il manque quelques minutes critiques pour que Tars termine les réparations. Cooper doit prendre une décision impossible. Attendre et risquer d'être englouti ou tenter un décollage d'urgence qui pourrait être fatal. Les vibrations s'intensifient tandis que la muraille d'eau s'approche majestueuse et terrifiante. La structure du vaisseau gémit sous la pression atmosphérique. Pendant un bref instant, ils aperçoivent l'horizon courbe de cette planète hostile jusqu'à atteindre enfin une altitude stable se dirigeant vers le vaisseau principal qui était en orbite autour de la planète. De retour dans le vaisseau, l'équipage réalise avec amertume l'ampleur des conséquences. En retournant à leur point de départ, ils découvrent que 23 années se sont écoulées sur Terre. Romilly, qui est resté en orbite pour les attendre, a vieilli considérablement. Sa solitude a laissé des traces. Il est fatigué, usé par les années, mais il a continué à travailler inlassablement sur les données entourant Gargantua, poursuivant une mission qui semblait presque hors du temps. Cooper, rongé par la culpabilité, se précipite pour consulter les messages vidéo laissés par ses enfants. Tom, son fils aîné, est désormais un adulte, père de famille. Ces messages trahis sont un mélange déchirant de fierté pour son père et de résignation face à son absence prolongée. Murph, quant à elle, n'a envoyé qu'un seul message durant toutes ces années. La douleur de l'absence de son père semble l'avoir poussé à s'éloigner de lui, son regard chargé de reproches autant que de tristesse. Cette scène bouleverse par son exploration poignante du passage du temps, d'une manière jusque-là inconcevable pour nous. Cooper, dans l'espace, n'a vieilli que de quelques heures, comme si le temps s'était suspendu autour de lui. Pendant ce temps, 23 années ont défilé sur Terre, emportant avec elles l'enfance de ses enfants. La relativité temporelle, illustrée ici avec une puissance inédite, rend tangible une vérité presque insaisissable. Le temps n'est pas universel. Alors que Cooper reste figé dans une quasi-immobilité temporelle, ses enfants grandissent, vieillissent et deviennent des adultes, des étrangers presque. L'équipage décide de se rendre sur la planète suivante, celle où le Dr Mann émet encore un signal. Mann est un scientifique renommé et considéré comme un héros pour avoir mené cette mission. Lorsqu'il le réveille de son sommeil cryogénique, il est bouleversé de revoir des êtres humains après tant d'années. Mann décrit sa planète comme un monde froid et désolé, mais habitable. Il affirme que ses recherches confirment que cette planète peut soutenir la vie humaine. La situation devient critique lorsqu'ils reçoivent une transmission de Murph sur Terre. Désormais adulte, elle travaille aux côtés du professeur Brand et continue de chercher une solution au plan A. Elle annonce une révélation troublante. Son père avait menti. Le plan A n'a jamais été viable. Le professeur Brand le savait depuis le début. Le plan B, coloniser un nouveau monde, était toujours l'unique espoir de l'humanité. Après quelques jours à explorer la planète de Mann, Cooper et Brand commencent à douter des affirmations de Mann, surtout lorsqu'ils découvrent des anomalies dans les données qu'il a transmises. Mann révèle alors son véritable objectif. Désespéré et incapable de supporter la solitude, il a falsifié les données pour inciter l'équipage à venir le sauver. Sa planète est inhabitable, mais il refuse de l'admettre. Poussé par son instinct de survie, il tente même de saboter la mission pour assurer sa propre survie. Un combat éclate entre Cooper et Mann qui finit par se terminer tragiquement. Mann, dans sa tentative désespérée de s'échapper seul, endommage gravement son module et périt dans une explosion. Pendant ce temps, Cooper et Brand se battent pour maintenir leur vaisseau en état de fonctionnement alors que leur mission semble plus incertaine que jamais. Dans une manœuvre désespérée, Cooper parvient enfin à stabiliser le vaisseau, mais celui-ci est sévèrement endommagé.
Leur seul moyen de se rendre sur la dernière planète est d'utiliser la gravité du trou noir pour se propulser vers celle-ci. Leur plan est audacieux. Utiliser la gravité extrême du trou noir pour propulser Endurance vers la dernière planète, celle d'Edmonds. Cooper et Brand savent que ce processus est dangereux, mais Cooper décide de se sacrifier. Il pilote le module principal dans Gargantua pour permettre à Brand et aux embryons de poursuivre leur voyage. À l'intérieur de Gargantua, Cooper découvre une dimension inimaginable. Le Tesseract, un espace multidimensionnel où le temps est visible sous forme physique. Il comprend qu'il a été guidé ici par des êtres supérieurs, peut-être des descendants de l'humanité future qui utilisent la gravité pour communiquer avec lui. Cooper découvre une vérité poignante. C'est lui qui avait transmis les coordonnées de la NASA à Murph lorsqu'elle était enfant, via des messages gravitationnels. Utilisant la montre qu'il lui avait laissée, il encode les données essentielles pour résoudre l'équation gravitationnelle. Il espère que Murph comprendra et utilisera ces informations pour sauver l'humanité. Le sacrifice de Cooper permet à Brand de réussir sa mission. Tandis que Murph résout l'équation sur Terre, Brand atterrit sur la planète d'Edmonds où elle commence à établir une colonie. Cooper est finalement sauvé par des humains, des décennies plus tard, et ramené sur une station spatiale en orbite autour de Saturne. Là, il retrouve Murph, devenue une vieille femme entourée de sa famille. Leur réunion est brève mais émouvante, Murph lui demandant de repartir pour aider Brand, seul sur la nouvelle planète. L'histoire se termine sur une note d'espoir. Cooper, à bord d'un nouveau vaisseau, part rejoindre Brand, symbolisant la résilience et l'esprit d'exploration de l'humanité. Et voilà comment se termine cette incroyable aventure, une véritable ode à la résilience humaine et à notre quête inlassable d'exploration. Si cette histoire vous a captivé autant qu'elle nous a émus, laissez un pouce bleu pour soutenir la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Filmothèque si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures cinématographiques. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes et des récits inoubliables. À la prochaine.